Journée spéciale, la rencontre des entrepreneurs de France, depuis l'hippodrome Paris-Longchamp. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Allez, ça y est, on entend ce petit générique qui met de bonne humeur. On va prendre le pouls des patrons aujourd'hui. On est ravis de vous retrouver. Et regardez, on est à la REF, la rencontre des entrepreneurs de France depuis l'hippodrome de Paris-Longchamp. On est en direct de cette REF. On est avec vous pour cette nouvelle saison dans ce cadre magnifique. Quoi de mieux pour répondre aux questions des patrons que d'être ici au cœur du réacteur. Nos experts. Pour commencer l'émission, Marie Hombrook. Bonjour Marie. Bonjour Sandra. Créatrice du cabinet Atorus Exécutif, membre du conseil d'administration du MEDEF de l'Est parisien. On va parler recrutement, notamment avec vous. Contexte également, état d'esprit des entreprises aujourd'hui. Et puis à vos côtés, Bastien Brunis, porte-parole du MEDEF, président du MEDEF de l'Est parisien. Bonjour Bastien. Bonjour, merci d'être avec nous. On va commencer par relayer ces questions de rentrée. Première question, Sofiane. Oui Bastien, parce qu'on vous a vu déambuler un petit peu avant d'arriver sur le plateau. C'est la première émission qui ouvre justement sur BFM Business cette REF 2024. Alors racontez-nous quelle est l'ambiance de cette REF qui est un petit peu particulière à bien des égards. Un petit peu particulière, puisque le contexte politique est ce qu'il est. On est aussi entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, donc on pouvait s'attendre à une fréquentation en baisse. Et c'est pas le cas, on est au même niveau que l'an dernier, donc du point de vue des organisateurs. Je parlais à Frédéric Bedin, le patron d'Upscotch, qui doit être félicité pour cette organisation. On est optimiste, même si c'est à la fin de la REF qu'on comptera, comme on dit. En gros, les patrons savent ce qu'ils ont à faire, Bastien Brunis. C'est ça un peu qui ressort de l'été. Il y a à la fois un contexte politique assez incertain, mais les patrons ont prouvé qu'ils étaient capables de beaucoup, notamment cet été pendant les Jeux Olympiques. Et est-ce qu'ils ont besoin d'une direction finalement? Ils savent ce qu'ils ont à faire. Alors, les patrons savent ce qu'ils ont à faire, effectivement, et les chiffres du climat des affaires sont étonnamment bons, défaut d'être très bons. Maintenant, et notre président le disait, le dit aujourd'hui dans Les Échos, dans Le Figaro, avec une très longue interview, et ce matin même sur France Inter, la situation et tout à l'heure sur BFM Business. Absolument. À 14h, vous aurez son discours très important. Oui. La situation de flou ne peut pas trop longtemps perdurer. On va en parler avec Marie, mais l'investissement est au point mort, les recrutements pareil. Donc, ce qu'on pense, nous, c'est qu'on a perdu un trimestre de croissance depuis le 9 juin, l'annonce de la dissolution. Et ça, on a beau être patron, être optimiste et déterminé, voir le temps long, le temps commence un peu à être long. Là. Un trimestre, c'est ce que vous aviez déjà calculé. Patrick Martin le répète, mais là, ça fait 2 mois qu'on est quasiment sans Premier ministre. Vous craignez que cette conjoncture, elle s'aggrave ? On a un exemple au mois de janvier dernier, souvenez-vous, quand Gabriel Attal a été nommé, on est passé plusieurs semaines sans ministre, notamment des ministres très importants pour nous, le ministre du Logement, je ne citerai que lui. Donc on peut s'attendre à ce que si nomination il y a cette semaine, ce qu'on attend tous, il y a encore un temps, le temps que les ministères se mettent en place, le temps que le travail s'amorce avec l'Assemblée nationale aussi, qui a été nouvellement élue. Et donc oui, au total, ça fera en gros un trimestre. Bon, on continue à nous écrire, évidemment, sur notre adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. Il y aura de nombreux sujets pendant ces 2 jours de REF. Il y aura les investissements des entreprises, les retraites, la fiscalité. Et Marie, il va y avoir évidemment des questions très importantes de recrutement. C'est quoi l'état d'esprit? Est-ce que vous avez déjà commencé à prendre le pouls des entreprises? Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu un début d'année qui a été assez calme. Les recrutements étaient en baisse, le chiffre du chômage avait monté. Et on a une bonne nouvelle qui est arrivée cet été. Le chiffre du chômage a baissé. Donc, c'est quand même un indicateur qui est positif. Moi, en tant que recruteur, ce que je vois, c'est que mes clients se disent « Ok, on a passé une période d'incertitude, les Jeux Olympiques, cette élection. Et donc, on a envie d'être optimiste. Et je le vois, mes clients commencent... On a des frétillements, on le sent, on espère une rentrée plus dynamique. Mais le chômage baisse, mais pour quel type d'emploi? Quels emplois sont pourvus? Est-ce qu'on parle de CDI ou d'emplois un peu plus précaires? Alors, ça a été la surprise également. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les postes qui ont été le plus pourvus, c'était les postes en CDI. Et deuxième surprise, ça a été les postes seniors. Comment on peut l'expliquer? Est-ce que c'est l'allongement de la retraite? Est-ce que c'est aussi la fameuse pénurie des candidats avec cette fameuse guerre des talents? Ça peut être un indicateur. Maintenant, on n'a pas complètement d'analyse. Bastien, vous vouliez réagir?
Oui, alors on a quand même des chiffres un peu inquiétants. Je pense notamment à l'intérim qui est en chute libre. Et puis de l'autre côté, des bonnes nouvelles, le chômage des jeunes baisse à nouveau. Même si on n'atteint pas les niveaux de l'année précédente, puisqu'il avait remonté ces derniers mois. Effectivement, l'emploi en CDI se développe et c'est un peu au cœur de l'actu, l'emploi des seniors. Oui, c'est un des effets, au-delà de toute position idéologique, du recul de l'âge de départ à la retraite, c'est qu'on voit le taux d'emploi des seniors remonter. Et ça, c'est quand même louable. Alors, Patrick Martin l'a dit ce matin sur France Inter, on est prêt à ouvrir des négos sur l'emploi des seniors, bien entendu, mais c'est un de nos points faibles par rapport à nos partenaires européens. Et de ce point de vue-là, la situation politique est un petit peu inquiétante pour les seniors, puisque revenir sur cette réforme des retraites aurait immanquablement un effet sur le taux d'emploi général de la population et en particulier sur celui des seniors. Et on regarde vos réactions sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple Shanas qui nous salue dès le début de l'émission et qui a l'air ravi qu'on reprenne cette émission. Nous aussi, on est très contents avec Sandra. Et d'ailleurs, vous pouvez voter sur cette question pour cette question du jour. Rentrée des entreprises, quel sentiment domine? Incertitude, optimisme ou inquiétude? On vous révélera les résultats à la fin de cette émission. J'ai envie de vous poser la question à vous. Vous le sentez, ce pouls? Est-ce que vous sentez cette incertitude avec justement ce contexte politique? Pour moi, il y a le paradoxe, parce qu'on sent quand même une incertitude de la part des clients, notamment les DRH. On a vu des premiers PSE qui ont été annoncés, Sephora. Donc on sent qu'il y a quand même une incertitude qui arrive. Et en même temps, moi j'ai envie d'être positive et j'ai envie de dire, on est passé sur une période qui a été assez calme et c'est cyclique. La question des recrutements est cyclique. Il y a des moments plus calmes et il y a des moments où c'est à nouveau dynamique. Donc on va peut-être passer sur une séquence, on le souhaite, dynamique. Est-ce qu'on peut réellement analyser la situation ici avec 2 mois de recul? Avant les vacances, les plans de recrutement avaient quand même faibli, les entreprises faisaient attention. Là, on est sur 2 mois d'une séquence politique très compliquée et quel que soit le nom du Premier ministre qui sera peut-être nommé cette semaine, eh bien, la politique va être compliquée, les décisions vont être compliquées à prendre. Est-ce que c'est pas difficile d'analyser cette situation pour les entreprises dans la mesure où il y a une sorte d'effet un peu retardateur, Marie? Alors, c'est pas évident d'analyser cette situation. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le temps des entreprises n'est pas forcément le temps politique. Il y a des entreprises qui ont des sujets, qui viennent de remporter des marchés. Donc, on doit mettre en place les équipes. D'autres, il y a des secteurs qui sont très, très développés. On a vu l'énergie, on a vu l'armement qui a été porteur. Donc, ces secteurs-là sont moteurs et ont besoin de recruter. À l'inverse, on a vu d'autres secteurs qui ont été beaucoup plus en difficulté. On parle de l'immobilier, on parle du retail qui a énormément souffert. Et là, dans ces secteurs-là, c'est plus compliqué. Bastien, le président du MEDEF annonce la création d'un front économique pour remettre, dit-il, de la rationalité dans le débat. Ça veut dire quoi? C'est déjà un constat dans le débat politique, on l'a vu puisqu'on a couvert largement les élections européennes. On a d'ailleurs reçu les têtes de liste au MEDEF pour les interroger sur la dimension économique de leur programme. On l'a refait avec les chefs de partis et de coalition pendant les législatives. Bon, le grand absent du débat, c'est l'économie. Voilà, on est quand même un peu consterné, au-delà encore une fois de toute position idéologique ou partisane. On est dans la rationalité économique, c'est le grand absent du débat. Et ça renforce cette inquiétude que Marie décrivait, qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs. Mais pourtant, vous en avez des débats sur les questions économiques. Tous les partis prennent position. Vous avez la question de la réforme des retraites, la question du SMIC à 1 600 €. L'économie est quand même dans les débats. Dans les débats, mais pourtant, on n'a pas de position vraiment franche sur, par exemple, la poursuite ou non de la politique de l'offre, qui a quand même produit des résultats. On a 2 millions d'emplois créés, l'apprentissage qui se développe, etc. Donc, on a l'impression qu'on peut remettre ça en cause, comme à peu près n'importe quelle réforme, n'importe quelle mesure, alors que pour nous, c'est la mère de toutes les batailles. Et c'est pour ça que Patrick Martin lance ce front. Alors, c'est pas un front populaire, mais en disant c'est un front qui réunira des expertises, des think tanks, les MEDEF territoriaux, enfin en tout cas tous ceux qui dans le monde économique voudront se joindre à nous pour non seulement défendre des mesures, défendre la rationalité, mais aussi donner à voir une vision de la France dans laquelle l'entreprise a toute sa place. Est-ce qu'on peut se remettre du côté des patrons réellement, de ce qu'ils peuvent attendre de ces 2 jours? Il n'y aura pas de Premier ministre, il n'y aura pas de ministre à cette rêve, il y aura les discours de Patrick Martin à suivre en direct à 14h, il y aura Yael Braun-Pivet, il y aura Gérard
Larcher, mais c'est tout en termes de politique. Est-ce qu'il y a réellement, quand on est patron, quelque chose à attendre de cette REF où ce sera finalement un entre-soi, où chacun est d'accord sur le rôle des patrons, mais qu'il n'y aura pas forcément des conséquences concrètes derrière? Bastien Brunis. Alors, vous savez, le MEDEF, c'est la première organisation patronale de France. Elle a sa propre dynamique, elle a son propre mouvement. Mais vous avez besoin des politiques. On a besoin d'interlocuteurs pour travailler. Oui. Effectivement, en ce moment, on n'en a pas. Néanmoins, nous avons nous-mêmes nos chantiers internes, externes, le front en est un. Et donc, on continuera à avancer. Vous savez, le MEDEF était là avant le dernier gouvernement, il sera probablement là après. Et on a, en tant qu'organisation patronale, le devoir de représenter, mais aussi d'inspirer l'action de nos chefs d'entreprise à travers les adhérents du MEDEF. Donc croyez-moi, et le discours de Patrick Martin, je vous le tease parce que vous avez fait le choix judicieux de le diffuser à 14h, est très attendu par nos adhérents. On a pris ce mail de Jean de Bonny qui nous dit pourquoi les entreprises perdent de l'énergie et de l'argent pour fidéliser en aval des talents infidèles alors qu'on peut en amont identifier des talents naturellement fidèles. J'ai envie de me tourner vers vous, notre experte recrutement et RH. C'est votre métier de les identifier, ces talents. Comment est-ce que vous pouvez vous assurer qu'ils vont être fidèles à l'entreprise et pas partir très rapidement? Alors, c'est un travail, oui, c'est pas une question évidente. Ouais, pas facile, vous avez ça. 2 heures. Évidemment, il n'y a pas de recette magique, sinon ce serait facile. Ce qu'on s'est rendu compte, hein, c'est la notion du sens de l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites faire aux personnes de votre équipe et comment vous les traitez? Un point est important pour attirer des talents, évidemment, le salaire est important, mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, on le sait, pour fidéliser des équipes, il faut aller au-delà. Et l'engagement vient par le sens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire former ses managers, prendre le temps de former ses managers pour être sûr que les équipes restent fidèles. Le fameux baby-foot et autres, ça ne suffit pas. Il faut vraiment faire des mesures en profondeur. On le voit actuellement avec les Jeux paralympiques, l'impact de faire du recrutement des personnes en situation de handicap, c'est important de communiquer dessus, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment faire une vraie politique de handicap pour que les gens soient engagés. Justement, Bastien Brunis, on parle ici des Jeux Olympiques. Les Jeux Paralympiques vont commencer dans 2 jours. Est-ce que ça a créé un changement, une dynamique chez les patrons pour cette rentrée spécifiquement? Est-ce que vous le sentez? Alors, les Jeux, il y a eu 3 séquences. Il y a eu la préparation des Jeux, il y a eu leur déroulement. Et là, on entre, après les Paralympiques, dans la phase d'héritage. Et les entreprises, à commencer par celle de notre territoire, l'Est parisien, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, ont été très fortement impliquées, soit parce qu'elles étaient titulaires de marché, soit parce qu'elles ont construit le village olympique, soit parce qu'elles étaient sponsors des Jeux. Donc, de ce point de vue-là, la réussite des Jeux est quelque chose qu'on partage tous ensemble. Et ça va rester, vous parlez d'héritage, parce qu'on a vu dans d'autres grandes villes, dans d'autres capitales, le développement de territoires à proximité, et finalement ça n'a rien donné avec des installations qui ont disparu. Est-ce que là on sait que le 94 et le 93 vont vraiment bénéficier de cet héritage des Jeux Olympiques? Alors c'est surtout d'ailleurs le 93 mais aussi le 94, on a parlé de la baignabilité de la Seine, les gros travaux d'infrastructure ont eu lieu chez nous. Il y a tous ces équipements, notamment le centre aquatique olympique qui va rester, donc on va avoir tout ça, et puis des choses qui se voient moins, la fibre internet qui maintenant est en Seine-Saint-Denis. Bon, c'est des logements en plus quand même, pour 6000 personnes, les villages olympiques, le village des médias, le village des athlètes, pardon, et le village des médias. Ce qu'on espère, c'est un effet à la Barcelone, et déjà la cérémonie d'ouverture a, je pense, on est nombreux à le partager, rebooster quelque part l'image de Paris autour de ses valeurs de culture, d'ouverture, d'impertinence, etc. Donc c'est un peu comme Barcelone qui a pendant des années surfé sur la dynamique olympique. Il faut se rappeler ce qu'était Barcelone avant les Jeux. On espère que les touristes vont revenir à Paris, que les boîtes vont avoir envie de s'y implanter, que ça va avoir un effet de halo important pour nous et nos entreprises en banlieue. Une dernière question, Sofiane? Pour Marie, quelles sont les tendances qui sont attendues en matière de recrutement à la rentrée? Est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent? Alors oui, on est toujours sur l'IA, la fameuse intelligence artificielle. On a des attentes dessus. Il y a un décalage, je pense, entre ce qu'on annonce et la réalité du terrain. C'est-à-dire que l'IA, aujourd'hui, ne va pas être utilisée pour remplacer les recruteurs. Par contre, ce que nous, on voit dans les cabinets de recrutement notamment, c'est qu'on l'utilise pour nous faciliter notre travail et nous rendre plus efficaces. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit, qui va vraiment se développer, qui va être concret. Après, il y a toujours le recrutement via les réseaux sociaux et
notamment LinkedIn. La petite nouveauté de LinkedIn, il faut que j'en parle, c'est les fameuses vidéos qui arrivent, les fameux Reels, comme vous pouvez avoir. Comme sur Instagram, par exemple. Exactement. Vous allez voir plein de CV en vidéo. Magnifique. Alors, la question, c'est est-ce que ça va être un top ou un flop? C'est un peu parier. Moi, j'ai mis quelques doutes. Mais... C'est intéressant ce que vous dites sur l'intelligence artificielle, parce que là, vous en parlez comme process de recrutement, que ça rentre finalement dans la façon dont vous travaillez. Vous, Marie, on le rappelle, vous travaillez avec les fonctions juridiques spécifiquement. Et sur le fond, le juridique est impacté par l'intelligence artificielle, qui va l'utiliser probablement de plus en plus. Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur aux candidats, ou est-ce que c'est quelque chose finalement que les nouvelles générations vont prendre à bras le corps? Alors moi j'espère, et on l'a toujours vu, à chaque fois qu'il y a une modification, finalement on s'est adapté. Quand vous prenez l'arrivée d'Internet, on pouvait crier « Ah, c'est la fin de l'emploi des juristes ». Finalement, on s'est adapté et on a rendu notre métier plus intéressant. Oui. Donc pour moi, ça va être un juriste augmenté, un juriste renforcé, un juriste plus efficace et qui va être plus sur de la stratégie juridique et moins sur de la rédaction de contrats. Ou de la connaissance de texte. Exactement, oui. Il n'y a pas gros impact. Donc ça va être beaucoup plus intéressant d'être juriste. Je le souhaite. Avec un point quand même dont on parle souvent, c'est celui des biais et de la discrimination qui n'est pas forcément encore réglé avec l'IA. C'est exactement pour ça que, en tous les cas, nous, chez Atorus, on ne part pas sur un recrutement uniquement basé sur l'intelligence artificielle. Et pour nous, c'est important de garder l'humain au cœur du processus du recrutement pour justement ne pas partir dans des biais de discrimination qui risquent encore aujourd'hui d'arriver. Avant un changement de plateau, Bastien, j'aimerais vous demander ce que vous attendez ici de la REF. C'est quand même un endroit où les patrons se rencontrent pendant 2 jours, font du business. Pour vous, c'est ça l'essentiel en cette rentrée 2024? Moi, je suis un grand habitué de la REF. Je la manquerai pour rien au monde parce que ça permet d'arriver début septembre. On a déjà vu tout le monde, ses clients, ses fournisseurs, ses amis. Et donc, c'est un moment que j'invite tout le monde à venir participer à ça, soit sur vos antennes, soit en réel. Et à prévoir dès 2025, si c'est pas fait cette année, de venir. Il faut être ici à l'hippodrome de Paris-Longchamp. Merci beaucoup. Marie Hombrook, créatrice du cabinet Atorus exécutif, membre du conseil d'administration du MEDEF de l'Est parisien, et Bastien Brunis, président du MEDEF de l'Est parisien. Avec vous sur BFM Business.